à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mercedes EQE SUV. On a déjà fait sa grande sœur, le EQS SUV. On avait fait EQE et EQS en version berline. Et là, voilà, la nouvelle version surélevée. C'est un petit peu un mini EQS. Après, chez Mercedes, ils ont commencé à faire toute la gamme en électrifié avec les EQ, EQA, EQB, EQC, qui était lui le premier à sortir de chez Mercedes, d'ailleurs que je trouve toujours hyper réussi, hyper moderne. EQE maintenant et EQS. Il y a vraiment toute la gamme et on a du 5 places et même du 7 places dans le EQB qui est un 7 places et le EQS était également un 7 places qu'on avait essayé. Je vous présente comme d'habitude toutes les caractéristiques, je vous donne toutes les motorisations, tout ça, et ensuite on fait un essai sur tout type de route, on parle un petit peu de conso également et je vous redonne un petit peu tous les aspects techniques de cette auto. D'ailleurs, pendant que je vous ai là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et ça m'aide énormément, on est bientôt à 100 000 abonnés, à 100 000 il se passera des trucs bien plus cool. La Mercedes EQE, elle commence à partir de 93 000 €. Une version AMG full option, ça peut monter jusqu'à 170 000 € environ. Donc on peut voir qu'on peut bien l'optionner. Il y a vraiment pas mal de gammes également. Au niveau des finitions, on a une AMG Line aujourd'hui. On a toujours des finitions diverses et variées chez Mercedes. C'est un véhicule qui fait 4,86 m de long. 4,88 m si on a une version AMG avec les lames et les pare-chocs spécifiques, 1,94 m de large, plus de 2 mètres avec les rétros, 1,67 m de haut sur cette version et le AMG un petit peu plus bas également. On a un CX de 0,25 m, ce qui est plutôt bien pour la taille du bébé, là, c'est quand même assez massif, et un empattement de 3,03 m. 3 mètres à l'intérieur, ça laisse de l'espace, on le verra lorsqu'on sera dedans. Au niveau du poids, ça va dépendre de la voiture, mais ce sera entre 2400 et 2800 kg environ. C'est assez lourd. Au niveau des motorisations, on aura la 350 Plus qui fera 292 chevaux, 565 Nm qui sera une propulsion. Ensuite, on aura la 350 4MATIC. C'est la version que je vous présente aujourd'hui qui sera une 4 roues motrices et toutes les autres seront également des 4 roues motrices. Celle-ci, 292 chevaux également, mais beaucoup plus de couple. On a 765 Nm de couple. C'est l'équivalent d'une Lamborghini Aventador niveau couple, pour vous faire une petite idée. Ensuite, il y aura la version 500 4MATIC qui fera 403 chevaux, 878 Nm de couple, là on passe sur des valeurs démentielles. Et ensuite on aura deux versions AMG, puisque ça c'est des versions Mercedes. Ensuite il y a AMG qui a greffé sa patte avec un châssis plus affûté, un look différent et également des freins plus gros. On peut même avoir des freins carbone céramique si on le souhaite, pour environ 5 000 € de plus. La version 43 AMG, pareil 4 roues motrices, elle fera la première, la petite version 476 chevaux. Ce qui est déjà plutôt agréable avec 858 Nm de couple, et la version ensuite 53 AMG qui sera la plus puissante dans cette déclinaison avec 625 chevaux et 950 Nm de couple. Le 0 à 100 de cette dernière est donné en 3 secondes 7. 3 secondes 7, ça commence à faire. C'est des voitures très sportives qui font des 0 à 100 en ces vitesses-là. La voiture d'aujourd'hui, elle fait le 0 à 100 déjà en 6 secondes 6, ce qui est vraiment pas mal. Comme je vous disais, au niveau du poids, ça part de 2400 kg pour la version propulsion, la 350 Plus de base. Et ensuite, on passe aux alentours des 2500-2600 kg jusqu'à un petit peu plus de 2700, quasiment 2800 kg pour les versions les plus optionnées. Au niveau de la batterie, il n'y a qu'une seule batterie disponible pour tous ces modèles. C'est une batterie 90 kWh. On a deux chargeurs. On a soit le 11, soit le 22. Sur les versions AMG, le 22 est d'origine. Et ensuite, on a une version charge combo, donc avec le chargeur DC en chargement rapide, on monte jusqu'à 170 kW. J'aurais bien aimé un petit peu plus, il me semble que les QS montent jusqu'à 190 ou 200, ça aurait pu être bien de mettre le max sur toutes les voitures. Voilà, petite amélioration à voir, pourquoi pas peut-être sur les prochaines versions. Au niveau des autonomies, c'est donné entre 400 et 500 km pour une moyenne. Après, si on va en ville, entre 500 et 700 km selon les versions. Bien sûr, celle qui tiendra le plus, c'est la version propulsion avec un seul moteur. Sinon, on a deux moteurs dans cette voiture, un à l'avant et un à l'arrière. Effectivement, plus on va sur une version sportive et puissante, moins on aura d'autonomie car ça consommera un petit peu plus. Et les versions AMG consommeront encore un petit peu plus parce qu'elles ont des pneus encore plus larges, ce qui a une plus grosse résistance au roulement.
Les voitures sont capables de remorquer. La première, la traction 750 kg et ensuite les autres versions 4 roues motrices, on pourra soit 750 kg, soit 1800 kg avec une remorque freinée. Petite option à prendre absolument avec cette voiture, c'est les 4 roues directrices qui permettent d'avoir un rayon de braquage en 12,3 m, ce qui en fait l'équivalent d'une petite voiture compacte. Sur l'avant, on retrouve les lignes EQ de chez Mercedes, donc avec quelque chose de très fluide, mais je trouve que ça rend beaucoup mieux sur les versions SUV que sur les versions berlines. La EQE et la EQS SUV, je les trouve, ça ressemble un petit peu à des pilules, c'est beaucoup trop arrondi, alors que là, on prend quand même une stature et on retrouve un peu le look Mercedes. En plus, on a AMG Line avec ses pare-chocs ici à l'avant et ses bas de caisse spécifiques, c'est bien plus sympa. On retrouve la calandre avec toutes les étoiles autour du gros logo Mercedes qui intègre toutes les aides à la conduite, les capteurs, les radars, etc. pour avoir la conduite de niveau 2 cumulée avec les 4 caméras qu'on retrouve juste en haut. On a des capteurs partout, on a des capteurs là. On a tout ce qu'il faut sur cette voiture, on a toutes les options disponibles chez Mercedes qui sont également possibles sur cette voiture. On a une voiture bien optionnée aujourd'hui, on n'a pas toutes les options, mais on a quelque chose de bien configuré tout de même. On a les feux Digital Light, donc les Digital Light c'est 1,3 million de pixels par phare, ce qui permet de vraiment bien détourer les voitures quand on les suit. J'avais déjà fait une vidéo sur la EQS par exemple, si vous voulez retourner voir, j'avais fait de nuit un gros trajet de nuit et ça détourne les panneaux, ça fait vraiment plein de choses. Si vous êtes trop proche d'une voiture au sol, ça va dessiner une petite voiture. Si on est à la campagne la nuit, ça va, lorsqu'il y aura un piéton, qu'on s'arrête, ça va dessiner un passage piéton au sol, ça va dessiner lorsqu'il y a des travaux, le petit truc travaux au sol, et par exemple lorsqu'on va rouler sur une section de travaux de nuit, ça va afficher le gabarit de la voiture entre les plots pour vous faire une idée de quelle taille fera votre voiture. Ça c'est quand même assez incroyable, les Digital Light, c'est assez fou. On retrouve, comme c'est une version EQ, le bandeau qui traverse tout le long en 3 parties, sur le phare ici, sur la partie centrale et ensuite de l'autre côté. Caméra 360, caméra ici sur les rétros et à l'arrière. On retrouvera un toit panoramique dans cette voiture et ouvrant. Plaque simple et ensuite donc le bas en version AMG puisqu'on est sur une AMG Line avec des petites entrées d'air sur les côtés pour les rideaux d'air qui viennent se fondre ensuite dans les arches de roue. On retrouve également les capteurs pour les radars de parking. Sur le côté, donc on retrouve la longue ligne chromée. Sur le bas, ça reste une Mercedes et également ce qui fait le tour sur le haut. Ça se veut un petit peu luxueux, donc on garde quand même du chrome. On retrouve du chrome également sur le haut des poignées qui sont affleurantes, qui sortent lorsque je passe la main comme ça et qui viennent ressortir, qui sont illuminées de nuit également. Les gros rétros en biton avec du plastique sur le bas, les caméras sur le côté, le répétiteur. Juste ici, on a des vitres double vitrage à l'avant aujourd'hui. Sur le côté, on a toujours cette partie, alors on commence à s'y faire, mais j'avoue que j'aurais bien aimé plus cacher puisqu'on ne peut pas ouvrir la partie avant, c'est fermé, verrouillé, on ne pourra pas le faire. On retrouve le EQ ici avec cette partie donc, que je vous disais, ici qui est le lave-glace. Lorsque je l'ouvre, je peux remplir le lave-glace juste ici. Un petit endroit un petit peu plus caché, ça aurait pu être sympa, parce que là on se demande ce que c'est. Une fois qu'on sait, ok. Les arches de roue en plastique que l'on retrouve ici pour lui donner un look un petit peu plus baroudeur, mais comme le plastique est assez fin, ça va, la voiture est grosse, ça lui amène un petit côté sympa. Avec le gros marchepied ici tout le long, j'avoue que le marchepied plus ces arches en plastique, ça amène ce côté un petit peu les ML de l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'aime bien et surtout ça abaisse un peu la voiture et ça lui donne un look plus posé. On a une suspension pneumatique aujourd'hui avec les modes qu'on peut régler, ce qui permet d'avoir le mode off-road, qui permet d'avoir le mode sport, le mode confort, éco, etc. On a les 4 roues directrices, comme je vous le disais, ça c'est une option à prendre absolument, c'est environ 2000 € et ça je conseille absolument. Sur les versions AMG, on peut avoir les freins à disque céramique, comme je disais, pour 5000 € environ. Au niveau des jantes, on a du 21 pouces aujourd'hui qui remplissent vraiment bien les arches de roue et au niveau des pneus, on a du 265 à l'arrière ici. Donc c'est des pneus bien larges et sur l'avant, c'est la même chose, 265 également. Au niveau du freinage, on a 4 disques avec des énormes étriers ici, 4 pistons. Sur l'arrière, pareil, on retrouve ces lignes très arrondies. Sur le haut, on a un long béquet qui vient se fondre gentiment ici, qui continue sur ces arrondis. On a bien sûr les vitres arrière surteintées, le troisième feu stop en haut, l'essuie-glace bien pratique et le grand bandeau lumineux. Ce que j'aime bien, c'est que ça finit ici un petit peu en arrondi. Ensuite, on retrouve une sorte de curl, des sortes de boucles ici, comme un petit peu une fille avec les cheveux frisés. Ça fait un petit peu le même style, en illuminé, bien sûr en full LED, avec toujours des clignotants en bas, avec ces petites plumes que j'aime bien dans les blocs optiques arrière.
4matic ici pour nous rappeler la version qu'on a et le E350 pour la motorisation. 4matic, c'est pour dire qu'on a les 4 roues motrices. Chose de simple. Et ensuite, on a une partie arrière ici, plastique, j'aurais bien aimé, version 100% peinte comme on avait sur le EQS qui faisait un petit peu plus premium. Mais pourquoi pas, ça lui donne avec les marchepieds et autres ce petit côté baroudeur, comme je disais. Les capteurs ici, la caméra qui se cache sous le logo qui s'ouvre et lorsqu'on en a besoin, et j'appuie ici, on a le coffre qui s'ouvre électriquement. Je peux sortir ici l'attelage qui vient se mettre automatiquement, ça reste quand même un vrai plus. Et là, hop, il est fixé, il ne bouge plus. Pas d'effort à faire et je retire une fois, le moteur se enclenche et il retourne se cacher. Ça reste un vrai plus. Et on peut tirer jusqu'à 1800 kg comme je vous disais. Au niveau du seuil, il est quand même plutôt haut ici. Par contre, il est totalement à plat. Ensuite, on a quand même un espace de stockage en dessous où je peux ranger 2 sacoches de câbles, plus le kit anti-crevaison, plus l'attelage, plus 2 sacs comme ça, plus le compresseur. Il y a vraiment de l'espace en dessous. Et au niveau du volume de coffre, on a un volume de 520 litres ou 1600 litres lorsqu'on rabat tout. Et 520 litres, ça représente tout ça. Il y a encore vraiment pas mal d'espace. Et encore, j'ai de l'espace au siège, encore 30 cm derrière moi. Bah, c'est plutôt pas mal. On a une plage ici arrière souple. On a des crochets sur les côtés et on peut, en tirant ici, avoir une petite prise allume-cigare. Et pour rabaisser les sièges, il faudra aller directement au siège arrière. Alors, au niveau des places arrière, j'ai un SUV, donc je monte dedans et je viens m'installer ici dans un endroit où j'ai vraiment pas mal d'espace. La banquette est plutôt droite, je vais rabattre ça d'ailleurs. Je tombe dans des sièges plutôt confort. On a une assise qui est longue, on a l'assise qui est bien penchée vers l'arrière, ce qui me permet d'avoir un bon maintien et surtout pas bouger, et même au freinage, ne pas aller vers l'avant du tout. Vous voyez, j'ai mon popotin qui est bien plus bas que les cuisses, donc ça c'est bien, et également ça me permet d'avoir une bonne assise et un bon maintien au niveau des jambes. La portière est très bien finie, on a une sorte de microfibre là-haut, ensuite de l'Alcantara, ensuite les poignées ici intégrées, la sono Burmester dans cette voiture, et ensuite par contre sur le banc on a une partie qui est toute plastique, toute simple en plastique dur. Et par contre tout ce qu'on va toucher à proximité des mains, c'est très bien fini. Et oh, la coudoir ici en Alcantara, c'est d'un confort, oh, c'est agréable. J'ai la climatisation ici que je peux régler en mode auto ou autre. Alors il faut l'activer de l'avant, là pour le moment ça s'est activé seulement à l'avant. On a la troisième boucle de ceinture ici, la ceinture là, la coudoir de ce côté ici, avec les porte-gobelets qui se mettront ici directement sur l'avant. Plancher totalement plat car voiture électrique, ça c'est un vrai plus pour les gens qui vont rentrer dedans. Et regardez, moi au niveau de la tête, j'ai énormément d'espace. Je fais 1m80, que ce soit pour les jambes ou pour la tête, j'ai de l'espace. Et en plus, le siège d'avant s'est reculé lorsque je suis descendu de la voiture, car c'est des sièges électriques. Bah, franchement, on est très bien. Au niveau de l'inclinaison, je pense pas qu'on ait de réglage d'inclinaison. Non, on n'aura qu'une seule inclinaison possible sur ce siège. On a la fixation Top Taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici, mais on ne l'a pas sur celui-là. Ah si, ça m'a quand même mis de la ventilation que je vais mettre sur moi parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Je crois qu'il fait 30 degrés là. Des poches à l'arrière ici, donc toujours avec les élastiques, très sympa, finition cuir partout. On est bien dans cette voiture. On peut avoir également une finition avec des sièges plus clairs, gris ou même des blancs qui sont vraiment très jolis. La place du milieu, donc la 5e place. Ce qui est top, c'est que j'ai beaucoup de place pour mes pieds ici et c'est surtout à plat, donc niveau des jambes ça reste toujours pareil. Par contre c'est beaucoup plus ferme. La boucle de ceinture ici, il faut vraiment bien la bouger sur le côté pour pas la ressentir, mais c'est quand même assez étroit cette place. Quand on voit le gabarit de la voiture, on pourrait s'imaginer qu'on a un petit peu plus d'espace aux places arrière. Et le dossier est dur puisque forcément à couloir central qui se situe ici, mais ça fait une bonne place pour dépanner. Et en vrai, on s'y habitue et on peut faire un bon bout de trajet ici, faire 1 heure et 1h30 ici, ça me dérangerait pas trop. Et en plus j'ai ce grand toit vitré qui est très lumineux. Par contre, effectivement, en plein soleil, ça cogne un petit peu. On aurait pu avoir un toit plus opaque avec des films UV plus forts, mais ça aurait modifié la teinte. Donc d'un côté, le choix est dur à faire. Par contre, l'hiver, ça fait vraiment du bien. Allez, je vous emmène à l'avant. Donc là, comme on peut le voir, les poignées sont fermées. Je passe ma main devant.
ça me l'ouvre et il ne reste plus qu'à tirer. La portière, donc comme à l'arrière, on a cette texture ici. Alors je ne sais jamais comment ça s'appelle cette texture, mais c'est hyper doux, hyper beau en gris comme ça, avec les surpiqûres en rouge, le bandeau LED qui est intégré ici, qui va faire tout le tour de l'habitacle là-bas. Sono Burmester, les fenêtres et les rétroviseurs ici comme on connaît chez Mercedes. Ensuite, les réglages pour la voiture. On a les sièges chauffants aujourd'hui, plus la mémorisation sur 3 positions. Et on règle le siège directement en tactile ici. Et le verrouillage du véhicule, un peu plus bas. On peut voir qu'on a un rangement. Ici, on pourra mettre une grande bouteille d'1,5 litre. Et l'ouverture du coffre à distance. Seuil de porte Mercedes éclairé aujourd'hui. Le marchepied et les sièges avec les réglages pour les bourrelets dans le dos. On a ces sièges-ci aujourd'hui avec des petites perforations à l'intérieur. Ils sont jolis, on dirait un petit peu un fruit. Je ne sais pas si vous aussi ça vous rappelle un peu un fruit. Et je vais vous montrer l'intérieur. Je vais la démarrer. Hop. Parfait. Hop là. Et là, le siège rebouge et il se ravance. Donc moi, je vais me reculer pour vous donner la meilleure visibilité. Donc, on peut être très grand dans ce siège si on a besoin. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il vient de me relever l'appui-tête également quand je me suis reculé. Parce qu'il s'est dit, tiens, il va être plus grand le monsieur. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais fermer ça parce qu'il commence à faire vraiment chaud aujourd'hui. Donc, on a cette partie ici, on a la partie avant qui peut... Ah non, c'est juste un rideau. Sur le haut, allez, on commence différemment aujourd'hui. Sur le haut, ici, l'éclairage pour les LED. Sur le côté, ça allume les deux. Sinon, je touche ma petite LED, ça m'allume que la mienne. Comme vous pouvez voir, là, il y a les 4 qui s'allument. Quand je touche juste la mienne, il n'y en a qu'une seule qui s'allume. La touche SOS ici, l'éclairage pour l'arrière, le Mercedes Me en cas de problème et désactiver l'allumage quand j'ouvre les portes. Ici, le rideau, le rétroviseur central sans bord, très joli. Là-haut, on a des micros, chacun à tous les coins pour pouvoir parler à la commande vocale. On a ici, hop, le miroir avec sa petite lumière. Le miroir est assez grand. Voilà pour le haut. On a un affichage tête haute. Je pense que vous pouvez le voir là normalement, juste là-bas. Et ensuite, cet intérieur avec le volant. Double branche à chaque fois. L'écran de chez Mercedes que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne parlant de cet écran et de celui-ci. Les touches sur le côté, c'est toujours la même chose. Régulateur de vitesse ici, limiteur. Sur le haut, on fait défiler les informations de cet écran où je peux gérer cet écran avec tous les compteurs, etc. Et de ce côté-là, c'est ces touches ici pour pouvoir aller naviguer dans ce menu. Et je peux retourner ensuite directement là ou en tactile ici sur l'écran, comme si c'était une grosse tablette. Ensuite, en bas, on a les touches commande vocale, une touche favori que je personnalise, le volume ici et décrocher, raccrocher au téléphone. Très simple. Derrière, on a des palettes moins et plus. Ça va être pour la récupération d'énergie. Comme on est une voiture électrique, on va avoir le D-. Lorsque je tire sur moins, ça va être une très grosse récupération. Le D et le D+, le D+, qui sera lui 0 récupération et un roue libre. Ensuite, si je reste tiré, on aura le D auto qui va s'adapter par rapport au trafic, aux voitures de devant, aux panneaux de signalisation, aux ronds-points, etc. La voiture ralentira quand elle aura besoin de ralentir toute seule. Et si elle a besoin de rester en roue libre, elle restera en roue libre grâce au D+. Derrière ici, on a les essuie-glaces et les pleins phares. Et de ce côté-là, on a les commandes de boîte de vitesse. Donc, j'appuie ici sur le frein vers le bas, je passe en drive. Je monte vers le haut, je passe en reculé et donc là, j'ai mes caméras de recul plus mon rétroviseur qui se baisse. J'ai les angles ici en 360 comme ça et vue de l'extérieur avec toujours cette qualité assez incroyable de chez Mercedes. On peut le voir, c'est vraiment bien. J'ai l'avant, l'arrière en ultra grand angle et ça me donne une vraie vue à 180 degrés. J'ai le park assist, aide au stationnement. Je lui demande de me trouver une place et il va aller se garer tout seul également. Ça, c'est des petits trucs assez sympas chez Mercedes. Allez, je me remets en parking en appuyant sur le bout. Voilà les infos. On a plein de choses personnalisables ici. Ensuite, on a les dynamic mode. Ah non, il faut que je sois en drive. Ah, ça veut pas? Ah non, parce que je suis en aide au stationnement. Ok. Dynamic drive. Ici, le off-road. Vitesse maximale 110 km/h. Ça relève la voiture. Également, activer le programme. Donc, comme on a une suspension pilotée, ça peut modifier la hauteur de caisse. Ensuite,
On a le mode éco, on a le mode confort, le mode sport et le mode individuel. On pourra personnaliser le moteur, la suspension, le volant et l'ESP tout là-haut. Je me remets en parking. Ensuite, les caméras de recul ou le parc assistant raccourci. Ici, le menu EQ pour me donner mon niveau de batterie, mon autonomie. Il me reste 341 km à faire avec 71% de charge. Le maximum que je veux recharger quand je recharge, est-ce que je veux une charge éco ou pas selon ce que je vais faire à la maison. Préconditionnement automatique de la batterie lorsqu'on va faire un grand trajet, ce sera en automatique. Pareil, on a une pompe à chaleur de série sur cette voiture. L'autonomie, l'itinéraire, les consommations, etc. J'ai toutes mes stats juste ici pour maximiser. Par exemple, voilà, si je mets le mode éco, je peux faire 11 km de plus. Si j'enlève la clim, etc. 9 km de plus, donc autant garder la clim. Aujourd'hui, il fait donc là 28 degrés actuellement. Pendant cet essai, je vais laisser la clim à 21 tout le long et le soleil tape vraiment fort aujourd'hui. Ensuite, j'ai des raccourcis pour les réglages de la voiture, l'affichage tête haute, l'USP, mode station de lavage, relevé de niveau, je peux relever la voiture directement d'ici. Donc là, ça me soulève la suspension. L'amortisseur sonore, est-ce que je veux que ça bip ou pas lorsque je dépasse les limitations. Et ensuite, franchissement de ligne, l'assistant pour la conduite de niveau 2 et l'alarme et dispositif d'attelage que je peux le faire directement d'ici ou du coffre. On a ces petits raccourcis, la touche warning en plein centre, une empreinte tactile ici que je vais pouvoir activer lorsque je personnalise mon compte. Activer ou désactiver le son, mettre en mute et ensuite le volume, je vais pouvoir faire juste ici. Ensuite un peu plus bas, on a l'intérieur avec deux ports USB-C ici à l'intérieur, le double porte-gobelet et un chargeur par induction au fond si je veux. J'ai un espace de rangement également ici avec encore deux ports USB. Cette partie n'est pas climatisée, ça aurait été un petit plus. Hop, hop. Et là-bas, on a la boîte à gants qui s'ouvre grâce au bouton. Et on a une petite boîte à gants très simple également qui n'est pas climatisée elle non plus. Le tableau de bord, on a cette partie en bois aujourd'hui, très jolie. Franchement, la finition est incroyable. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces aérateurs ici en forme de turbine d'avion, donc qui tournent en plus comme ça pour l'éteindre ou l'allumer. Et de nuit, c'est allumé ici, comme vous pouvez voir. Hop, ça s'éclaire à l'intérieur. Et une fois que ça est allumé, plus tout le bandeau, plus en bas ici, au niveau du tableau de bord, plus dans le bac de rangement ici qui est gigantesque. Comme vous pouvez voir, on a encore un bac de rangement ultra généreux de ce côté-là, avec encore deux ports USB-C, c'est-à-dire qu'on est déjà à 6 ports USB-C ici, plus encore 2 à l'arrière. Ça nous fait 8 ports USB-C, vous aurez de quoi recharger, je pense, tout de la famille, les téléphones, les tablettes, etc. Petite vue sur les places arrière qui ressemble à ça, et pareil, les portes illuminées à l'arrière avec l'affichage LED à l'intérieur. C'est vraiment très très bien fini. Pareil, les petits alcantara qui parcourent cette partie ici, qui refait le tour de la planche de bord. Tout est qualitatif. C'est vraiment une vraie voiture premium. EQE, c'est quand même la série E, qui est déjà une belle voiture, une belle berline premium. Là, on a la version SUV. C'est un petit peu comme le GLE, mais en version électrique. Et on n'est pas déçu. On en a pour son argent. Bon, c'est parti pour l'essai. Allez, c'est parti à bord de ce nouveau Mercedes EQE. Bon, je vais laisser ça fermer. Je vais aller dans mon CarPlay ici et puis je vais me mettre, je sais pas trop quoi comme destination. Je vais mettre Fontainebleau, tiens. C'est assez loin. Fontainebleau. Et on va se faire un petit test en même temps d'autonomie, voir les consos, tout ça. Voiture 100% électrique, donc la version 350 4matic avec les 4 roues motrices, 292 chevaux. C'est parti pour 1h30 de route. Et ça, qu'est-ce que j'aime ça, ce silence, ce confort. Et en plus dans un gros SUV comme ça, on se sent vraiment déjà au-dessus de tout le monde. Le truc qui est énorme. C'est hyper confort. Là, je suis parti en mode confort. Ce plaisir à rouler toujours ces voitures, c'est assez incroyable. Alors, est-ce que j'ai le double vitrage? Je disais que c'était bien insonorisé, parce qu'il y a une moto qui arrivait très vite. Ce confort d'utilisation. Cette sensation, ce feeling Mercedes aussi au niveau de la suspension, ce travail de suspension, on a tout de suite ce côté très confort.
Ça existe aussi en version AMG où ce sera un petit peu moins confortable mais plus sportif. Il y a 2 versions AMG comme je vous disais. Mais ça pour le quotidien, je pense que c'est la version qui ira largement bien. Donc là, j'ai laissé le tout ouvert. On peut insonoriser un petit peu mieux également quand on a fermé, puisque le verre au final ça fait résonner un petit peu plus de son dans l'habitacle. Mais même comme ça reste très confort. J'ai remis tous les compteurs à zéro pour voir en même temps les consommations, ce que ça va donner sur du long terme. Donc il ne faut pas oublier que c'est un gros bébé, c'est bien lourd. Forcément, ça va consommer un petit peu, même si on a un CX bien travaillé. Pour la ville, ça peut être intéressant, surtout sur les freinages régénératifs. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo où j'expliquais toutes les électrifications et les voitures électriques, le poids, c'est pas forcément un désavantage dans l'électrique, par exemple en ville, puisque à chaque freinage, on va emmener beaucoup plus de poids, donc ça va faire travailler plus les moteurs, donc régénérer plus d'énergie également. Donc à ce moment-là, dans certaines conditions, ça peut être intéressant d'avoir du poids, ou une voiture trop légère ne sera pas forcément la plus efficiente. Des fois, on peut se dire, ouais, plus c'est léger, mieux c'est. Et bien, pas tout le temps. Effectivement, en électrique, dans certaines conditions, il vaut mieux avoir du poids pour justement avoir de l'inertie et freiner un petit peu plus. J'adore le bruit du clignotant chez Mercedes. C'est doux, délicat, un petit tic-tic-tic-tic. Ça fait plaisir. On a bien sûr toutes les aides à la conduite également. On a l'affichage tête haute, on a le grand écran ici. On aurait pu avoir le MBUX, mais il n'y avait pas sur les véhicules d'essai, mais sinon on a le grand écran comme on a dans la EQS également, la EQS SUV, EQS berline ou EQE SUV, EQE SUV ou pas SUV berline. Et c'est vrai que l'hyperscreen c'est quand même un petit plus, alors c'est un petit peu gadget, déjà cet écran est magnifique, on a l'impression d'avoir un énorme iPad posé en plein milieu de la console ici, et pas le plus petit des iPads en plus quoi. Chez Mercedes on appuie un peu plus fort sur la pédale pour se mettre en auto hold. Je vais enlever le clignotant parce que j'aime bien que ce soit calme ici. Et limite, la seule chose que j'entends, c'est la ventilation. Une fois que ça rafraîchit l'habitacle, je me mets ventilation puissance 1 ou 2, ça me suffit. Et c'est hyper agréable. Et là, c'est le grand bandeau LED là, qui fait tout le tour. Les grands bandeaux qui font tout le tour partout chez Mercedes. Pour moi, ça reste toujours les meilleurs. Il y en a certains qui arrivent petit à petit à faire des trucs sympas aussi. Mais pour moi, ils sont au-dessus. Toujours, ils ont cette finesse, cette élégance et en même temps ce côté très moderne futuriste. Ils ont réussi à bien allier les deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, il y a quand même le bois ici qui est classe avec les LED partout, les turbines ici au niveau des aérateurs, c'est quand même très sympa. Au niveau des sièges, je suis bien maintenu, c'est agréable, c'est confort. Pareil au niveau de la sellerie, il y a plusieurs intérieurs possibles. Franchement, on est bien là. Alors, donc, là je viens de partir, ça m'indique 470 km d'autonomie, 520 max. Ça me dit que si je vais vraiment à la cool, je mets le mode éco, je peux arriver à 520 si je fais de la ville ou des petites routes à 70-80. C'est dans ces conditions qu'on consomme le moins. Si je fais de l'autoroute et un mix vraiment, il me dit que j'arriverai à 470 km. Ce qui reste franchement plutôt correct. Je connais peu de personnes qui font 470 km par jour. Effectivement, si vous faites que de l'autoroute, c'est pas le type de véhicule le plus approprié, mais pour les vacances, ça peut dépanner aussi. Sur autoroute, ça va consommer vraiment beaucoup plus. Par contre, c'est très gros, c'est très lourd, et à 130 km/h, ça consomme énormément une voiture électrique. Donc là, je peux me remettre mes aides à la conduite, hop, 50 km/h, le centrage de voie, la conduite de niveau 2. La voiture conduit toute seule. On garde bien sûr les mains sur le volant, mais là par exemple ça tourne, j'ai confiance, la voiture ne va pas aller dans les trottoirs, elle se débrouille bien. Au bout d'un moment, elle sonne si elle n'est pas contente parce qu'on n'a pas touché. 50 km/h, c'est hyper silencieux, c'est très agréable. Donc là j'ai ma conduite de niveau 2, je touche à rien, ni au frein ni au volant. Ça c'est la nouvelle technologie que j'adore, moi qui fais énormément de bouchons. Là je suis revenu de Bordeaux également avant-hier avec une voiture qui a de la conduite de niveau 2, c'est un vrai régal. Il y avait les bouchons au week-end du 14 juillet, un vrai plus. Clairement, reprendre ma voiture perso, passer les vitesses, etc. Ça devient difficile une fois qu'on s'habitue à ce genre de technologie, et c'est vrai que pour le quotidien, ça déstresse, surtout quand on est dans ce genre de voiture. Bon là, comme vous voyez, depuis tout à l'heure je vous parle, je laisse la voiture gérer. J'ai
totalement confiance en cette voiture. Si ça freine plus fort, ça freine plus fort. Et elle va aller jusqu'à l'arrêt. Et elle se met en hold. Et quand ça passera au vert, donc là ça passe au vert, moi je touche toujours à rien. Ah, elle repart pas. Petit coup sur la pédale d'accélérateur pour que ça reparte. Parce qu'elle s'est arrêtée. Selon le timing, ça repart ou ça repart pas. Mais sinon, il faut juste effleurer la pédale d'accélérateur. Ensuite, ça relance tout seul. C'est vraiment très agréable. En ville, hein, c'est les conditions idéales. Alors là, ça monte et je ne vais pas vous donner les consommations tout de suite parce que vous allez sauter au plafond. Quand c'est en montée, c'est comme une voiture essence, ça va consommer beaucoup plus. Donc je vous donnerai les consos un petit peu plus tard. Non, vous voulez savoir. Je sais que vous êtes curieux. Là, depuis tout à l'heure, donc Roy Malmaison, je remonte. Tout est en montée jusqu'à la salle Saint-Cloud. On est à 42 kWh au 100. Donc là, c'est pas du tout significatif ou c'est pas la vérité puisque là, on est que en montée. C'est pareil, même avec une petite voiture, on pourrait être à 25 litres au 100. Je vous fais le chemin et vers Fontainebleau, je vous donne une idée des consommations. J'arrive à 13h40. J'aurais peut-être faim d'ici là, je vais peut-être me faire une petite pause. Mais on va prendre de la route plus roulante. Bon là il y avait un petit peu de plus roulant, je suis repassé à 25 kWh au 100, ce qui est beaucoup plus correct. Là on va passer dans un tunnel, comme ça je vous fais un petit aperçu de l'intérieur du tableau de bord et de l'insonorisation dans les tunnels. Donc déjà là j'ai toujours mes aides à la conduite, hein, on voit qu'il roule, mais regardez-moi cet intérieur. Les LED ici, sur les côtés, là, autour, au niveau des pieds, en bas, au niveau du bac, tout le tour ici, les portes arrière également, les sièges qui sont également rétro-éclairés, alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais les sièges également, le tour du siège, comme c'était apparu sur la classe S, c'est juste extra, plus le haut ici, enfin partout, je trouve cet intérieur extraordinaire à chaque fois. C'est vraiment mes intérieurs préférés chez Mercedes. J'aimerais beaucoup avoir l'argent de pouvoir m'acheter ce genre de voiture juste pour ça, ce confort. Et pareil au niveau de l'insonorisation, on est dans un tunnel, il y a des camions et autres, et ben ça reste franchement très très bien insonorisé. C'est agréable. Et puis, enfin, comme depuis tout à l'heure, hein, je me fais conduire. Ça ralentit devant, ça freine. Une zone de contrôle. Regardez là, c'est un virage quand même assez serré, je touche pas au volant. La voiture s'adapte, elle lit les panneaux, là ça passe à 50, elle lit 50. J'ai plus de stress de rouler trop vite ou autre. Contrôle, j'ai Waze, plus la voiture qui lit les panneaux. Normalement je touche du bois, ça c'est du bois. Hop, on perd plus de points comme ça normalement. Alors regardez, ça tourne énormément et elle arrive quand même à voir la voiture qu'il y a devant. Il y a beaucoup de voitures qui auraient réaccéléré beaucoup plus fort. Mercedes sont vraiment un vrai step au-dessus. Il y a Mercedes, Audi, BM, c'est les trop hauts du panier. Ensuite, les autres sont vraiment en dessous. Dans des virages comme ça, soit les voitures réaccélèrent, dès qu'elles perdent la voiture de devant, elles réaccélèrent fort. Et là, c'est vraiment autre chose. Juste, je rappuie et ça repart. Elle resuit la voiture de devant. Quand il n'y a plus de ligne, bien sûr, il faut reprendre le volant. Et par exemple, là, il y a très peu de lignes, il y a des trottoirs et autres. Et en fait, elle va s'adapter. Pareil, il y a l'autre qui s'est mis devant. Et bien en fait, elle s'adapte énormément car le système de conduite de niveau 2 est bien plus poussé, bien plus élaboré que chez les autres marques. Et pareil, plus le modèle est récent, plus il y a des mises à jour qui sont faites et plus le modèle est haut de gamme, plus ce sera confortable et plus ce sera en fait fluide. Et là, on voit sur ce EQE, clairement, on a un vrai step au-dessus. Et je lui fais 100% confiance à cette voiture. Là, par exemple, c'était en descente, je suis repassé à 19,8 kWh au 100 km. Et pareil, donc là, je fais du roulant, du 50. Ça roule tout seul. La voiture va consommer très peu dans ces conditions. J'ai hâte de voir quand même sur le trajet total ce que ça va donner. En ayant roulé plus d'une centaine de kilomètres, voir ce que ça donne. Parce que c'est là le plus intéressant. Après avoir roulé déjà pendant 1 heure, j'ai fait 49 km. Les joies de la région parisienne, moyenne à 46 km/h. Je suis retourné à 17,5 kWh au 100. Et comme vous pouvez le voir là, dans un petit parking, ça tourne tout seul car j'ai les 4 roues directrices. Et franchement, c'est un vrai ver de terre le truc. Ça se faufile comme ça, c'est impressionnant quand on voit la taille du joujou. À aucun moment on pourrait se dire non mais ça va tourner ici et sans problème. Hop. Et ça c'est d'un confort également.
pour la ville, pour les petites manœuvres, ça braque tellement bien qu'au final, c'est un vrai plaisir à utiliser. Donc 17,5 pour le moment. Là, on va aller faire du plus roulant. Ça va repasser à 110 ici. Donc je vous fais le petit bout à 90, à 110 et à 130 puisqu'il y a un petit bout d'autoroute juste après. Donc pareil pour s'insérer, 292 chevaux. Ça pousse. Alors c'est confort, c'est un... Au début, il y a un petit à-coup et ensuite c'est très progressif et ça vous emmène de façon vraiment aisée. Allez, je double ici et là je peux doubler fil de gauche, Ouh, je suis déjà même un petit peu trop vite. Donc on va se calmer. Il y avait une voiture qui arrivait fort derrière. Je vais aller me remettre à 110. En tout cas, ça accélère bien, ça s'insère très facilement. Allez, je me remets ici. Fil de droite, on ne squatte pas les voies du milieu. 110 km/h. Aide à la conduite. J'ai refermé là-haut parce qu'il y avait beaucoup de soleil et au final, comme le soleil est vraiment au-dessus, ça me chauffait un petit peu le crâne. Allez, on double ici. Est-ce que ça ralentit? Ah, ça m'énerve ça, les gens qui roulent plus vite et qu'après ralentissent. Alors 110 km/h. Il n'y a pas de régime tour minute puisque voiture électrique. Le moteur, je l'entends absolument pas, bien sûr. C'est très silencieux. Je me remets à droite. Là, il y a un gros camion, c'est bien insonorisé. L'effet double vitrage joue pas mal. On a un petit peu de bruit du vent. Ça ralentit, les gens ralentissent après dans les montées, ça accélère dans les descentes, ça ralentit dans les montées les gars. 110 tout le long. Allez, on va y arriver. Donc, léger bruit du vent qu'on entend sur le haut du pare-brise. Sinon on sent que c'est une voiture qui est quand même plutôt aérodynamique. J'ai toujours donc, mes aides. C'est agréable, les bruits de roulement sont très contenus. C'est franchement très agréable. La suspension filtre bien tous les défauts. Le panneau 130 est juste après là-bas. Les anomalies et autres, c'est hyper confort. Donc voilà, là, panneau 130, elle attend de le passer pile poil. Et dès qu'elle hop, là, elle affiche 130. Donc on double, elle accélère progressivement, mais ça y va bien. Ça y est, je suis déjà à 130. Donc vous pouvez le voir, ça y va progressivement, mais dans le confort. 130 km/h. On a un petit peu plus de bruit du vent, mais ça reste plutôt correct. Il y a du bruit cette voiture. Je me laisse toujours conduire. Et franchement, c'est très agréable. Il ne manquerait plus qu'à avoir vraiment la conduite de niveau 3 qui serait un régal, où la voiture changerait de voie elle-même. Je sais qu'en Allemagne, maintenant, on a le droit. En France, il ne me semble pas que la conduite de niveau 3 soit tolérée encore. À 130, on est bien. Effectivement, à 130, on va consommer un petit peu plus. Là, je suis à 88%. Il me reste 426 km d'autonomie. Et donc, en gros, 50 km, ça m'a pris 10%. Donc, on pourrait dire qu'on arriverait aux 500 km annoncés par Mercedes et à ce que la voiture m'annonçait. Effectivement, là par exemple, on est à 130 km/h, donc là par contre, on va consommer forcément beaucoup plus. J'avais fait une remise à 0, donc moyenne à 19 pour le moment. Et sur l'autoroute, on peut s'attendre à une moyenne aux alentours de 23 à peu près, puisque grosse voiture et forcément il y a du poids à transporter. J'ai pas les consommations en instantané, normalement il me semble pas. Si là j'ai une conso en instantané, donc à 130, là je suis... Ah non, à
ça m'indique pas exactement. J'ai les 19 et je suis quand même plutôt bien au-dessus. Donc là en instantané je dois être entre 23 et 27 puisque ça m'indique pas précisément la valeur. Ça c'est dommage. On continue à doubler et on va aller se rendre sur des petites routes de campagne où c'est plus dégradé et voir ce que ça donne. Ensuite, donc, on a toujours plusieurs modes, le mode éco, le mode tout-terrain, le mode confort, le mode sport et le mode individuel. Le mode éco, ça rend la voiture beaucoup impression moins puissante. Ça bride justement le couple et la puissance pour justement ne pas avoir à faire des pics de consommation et justement lisser tout ça pour consommer un petit peu moins. Donc c'est toujours ce côté sur votre trajet. C'est toujours ce côté un petit peu économie comme on l'aurait sur une voiture thermique pour consommer moins. Donc également ça nous assure une meilleure autonomie puisque justement on va rouler plus cool et ce sera plus progressif. Donc le mode éco sur les relances c'est beaucoup plus soft. Ensuite on peut mettre le mode sport qui lui change tout de suite ma réponse à la pédale avec le même filet de gaz. Je sens que c'est tout de suite plus nerveux et ça a réaccéléré et surtout là on a vraiment tout le couple et les 292 chevaux qui sont vraiment là et on le sent. Et j'ai l'impression d'avoir un petit son moteur, enfin il y a un petit quelque chose en plus, il y a quelque chose de différent lorsqu'on est en sport. Et ça pousse quand même beaucoup mieux. Après l'idéal c'est de rester en mode confort qui donne quasiment toute la puissance et si on appuie à fond va donner toute la puissance qu'on aura en sport. Mais le confort sera un petit mix entre le éco et le sport qui lissera un petit peu les accélérations mais vous donnera quand même de la puissance et du répondant. Et le mode confort va très bien. Le mode éco on peut l'utiliser si on aime vraiment rouler très calme, très pépère et c'est pas plus mal je trouve. Ça amène encore plus de confort à cette voiture et ça la rend comme si on était conduit par un chauffeur. C'est très délicat, c'est très doux. Donc j'aime bien aussi. Allez, là on arrive sur des routes très dégradées, des routes de campagne où ici ça bouge vraiment beaucoup. Je me suis laissé en mode confort. La voiture donc ça roule toujours aussi bien. On reste dans le silence. Donc là je me mets à 80 km/h. Et on sent que la suspension travaille efficacement et qu'elle garde quand même beaucoup de confort et une certaine souplesse. C'est pareil, on le sent, c'est vraiment très typé Mercedes, ce qu'on ne ressent pas avec d'autres. On a les 4 roues directrices et ça on le sent énormément par exemple dans ce genre de petit enchaînement. On va se faire juste un petit peu plus loin des routes où c'est beaucoup plus dégradé. Par contre là sur le freinage j'ai ralenti un peu plus fort, on sent vraiment le poids, c'est un petit peu comme le EQS, on sent vraiment que c'est très lourd. Et ça c'est peut-être la petite chose qu'on ne sent pas l'accélération parce que ça accélère de façon incroyable. Par contre sur les freinages on sent qu'il y a une très grosse masse qui se déplace et il faut l'arrêter. C'est pour ça qu'il y a des freins aussi énormes sur ces voitures parce que plus de 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 quasiment, il faut pouvoir les arrêter. Alors ça se sent pas à l'accélération, au feeling comme ça par exemple en virage, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de très lourd tant qu'on conduit de façon normale. De façon sportive ça va être sûrement autre chose. Mais là par exemple là, sur le gros trou, la suspension c'est Mercedes. Moi j'ai rien à dire sur la suspension Mercedes, je trouve qu'ils font partie des meilleurs. Sur la classe S c'est encore mieux. Alors ils n'ont pas réussi à trouver ce feeling de la classe S sur la EQS par exemple, mais la classe S c'est incroyable. Et même là, pour rien vous cacher, hein, c'est vraiment très confortable. Alors là j'ai 2 petits dodanes, je vais passer en plein milieu sur les deux. C'est smooth, hein. C'est très confort. On a l'impression d'avoir un peu comme quand on s'assoit sur un matelas à mémoire de forme. C'est très agréable et on a un mode off-road. Alors je vais pas forcément faire de off-road avec cette voiture parce que c'est pas forcément prévu pour, mais on peut faire du chemin sans trop de soucis. Bon allez, ma petite route favorite ici pour les 0 à 100. On va s'en tester un en mode éco. Allez, c'est parti. On peut le voir, ça part très doucement. Là je suis plein gaz avant le kickdown. 60, 70, 80, 90 et 100. Allez, gros freinage. On sent que c'est lourd sur le freinage comme je vous dis. Et en mode éco, c'est vraiment très lissé. Allez, le hold. Et c'est parti. Wow,
ça n'a rien à voir. 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est bien différent. Rien à voir entre le mode sport et le mode éco. Et là, on peut voir à quel point on peut transformer une voiture. Et là, je vais vous faire un gros freinage. Je me mets en ligne droite, 100 à 0. Ça freine quand même pas mal. On sent qu'il y a de l'inertie, on sent que la voiture est lourde. Le freinage, il me semble que c'est un freinage by wire, c'est pas connecté directement au frein. C'est un ressenti différent à la pédale. Ça freine fort, mais voilà, il faut ralentir tout ça. Là, on est sur une route bien sèche, on a des comme gros pneus, donc ça fait quand même des bonnes distances d'arrêt. Bon, vous connaissez tous le fameux test rond-point. Donc, en virage. Alors, on sent qu'elle s'appuie un petit peu sur l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'elle prend un petit peu de roulis. Je suis quand même plutôt bien maintenu dans les sièges, et quand on va prendre un petit peu de rythme, on sent vite que les pneus vont commencer à prendre un petit peu. C'est hyper sécure. Ça souvire au bout d'un moment, même s'il y a l'arrière qui emmène quand même avant que l'avant souvire. On est quand même bien emmené par l'arrière. Enfin, c'est-à-dire que l'arrière guide bien et sur le changement d'angle, c'est assez incroyable. Et le fait qu'il y ait 4 roues directrices, ça change vraiment tout à cette voiture. Parce que justement, là, on allait vite avec autant de poids. C'est normal que la voiture se déporte ou prenne un petit peu de sous-virage ou de sur-virage. Là, elle prend du sous-virage, donc ce qui permet d'avoir un comportement assez sain. En fait, pour arrêter du sous-virage, il suffit juste d'appuyer un petit peu sur les freins et de ralentir. Ça corrige ça. Et là, le fait que ça souvire un petit peu, on a quand même l'arrière qui emmène. Avant que ça souvire, c'est que l'arrière a déjà beaucoup aidé, puisqu'on allait assez vite. On fait rarement des ronds-points aussi rapidement que ça avec ce genre de voiture. Allez, c'est parti, ma petite route d'essai dynamique ici où c'est plutôt bosselé. Je suis resté en mode sport. On va voir ce que ça donne avec un petit peu de rythme. Oh, ça y va quand même bien. Alors, on entend les pneus qui sont pas mal en souffrance. Ça souvire un poil, mais avec toutes les aides à la conduite, au final, la voiture rattrape bien. Waouh. Ouais, ça y va bien. La vache. Et comme je vous dis, en fait, on se rend pas compte des vitesses. Donc en fait, c'est surtout ça le plus surprenant, parce que les virages arrivent vite. Comme je dis, du sous-virage, léger sous-virage. Mais comme l'arrière aide vraiment l'avant, ça joue vraiment pas mal. Donc là, ça sert à rien de freiner trop fort non plus. On a une grande courbe ici. Alors, on entend juste l'avant. Après, comme c'est une route qui sautille énormément, ça joue. Mais moi, je suis toujours installé confortablement dans mon siège. Et ça y va quand même bien. Je pense que c'est pas n'importe quelle voiture qui roulerait aussi vite ici. Et surtout, ce qui peut être impressionnant, c'est les relances. Entre chaque virage, ça peut vous permettre d'aller plus vite que d'autres. Ouais, ça marche bien. C'est assez bluffant quand même. Avec autant de poids, c'est vrai que l'électrique, ça a amené ce côté instantanéité, vitesse, accélération. Et après, on reste quand même sur des châssis qui sont extrêmement bien développés. Après, le poids, malheureusement, ça se fait ressentir. C'est le petit défaut de ces voitures. Après, ça reste ultra confort, donc il faut savoir ce qu'on veut. Il existe la version AMG, ça pourrait peut-être être intéressant d'essayer la version AMG, voir la différence de comportement entre une version qui est Mercedes et une version qui, elle, se voudra typiquement AMG. Un demi-tour, et regardez le rayon de braquage. C'est impressionnant. Vu la taille du joujou, ça fait demi-tour quasiment sur place. Je suis bluffé. Franchement, ça, c'est les 4 roues directrices Mercedes, je pense que c'est les meilleures. Et sur la classe S, c'est 10 degrés. Je ne sais pas si on va jusqu'à 10 degrés sur celle-ci. J'ai pas trouvé mieux encore. Donc là, je suis au régulateur à 70. On a le régulateur prédictif. Donc là, par exemple, sans virage, elle ralentit d'elle-même parce qu'elle sait que ça va tourner. Alors, ça marche pas forcément dans tous les virages. Là, par exemple, il y a un très gros virage. Je touche pas mes pieds. Je vais essayer de me le faire comme ça. Alors, je vais garder le pied au-dessus du frein. Mais là, il y a un très gros virage serré. Je ne touche à rien. Régulateur prédictif qui joue avec la cartographie. Et ben, j'ai pas besoin d'accélérer ou de freiner. Elle se met à la vitesse adéquate pour que je puisse passer n'importe quel virage dans le confort. Alors là, c'est peut-être un petit peu bas comme vitesse, mais il vaut mieux un peu trop doucement que trop vite parce qu'elle ne sait pas s'il pleut ou pas. Donc elle anticipe comme si c'était mouillé pour bien passer. Là, ça accélère. Hop, là, il y a des virages.
c'est plutôt technique. Et elle passe à une vitesse parfaitement convenable. Tout à l'heure, j'ai été beaucoup trop fort. Ça, c'est la vitesse à laquelle on devrait rouler normalement pour passer ces vitesses. C'est limité à 70, mais là, par exemple, on a 44. Mais pour que je reste dans le confort et je ne touche pas du tout à mes pieds. Alors, elle me dit qu'elle gère encore le volant, mais dans ces virages, normalement, elle ne peut pas forcément aussi bien gérer. Par exemple, là, ça tourne beaucoup trop. Elle me dit de reprendre la main. Mais comme vous pouvez le voir, ça, c'est le régulateur qui gère de lui-même par rapport à la cartographie du GPS. Il sait que ça tourne ici, même sur des routes de montagne. Vous pouvez monter ou descendre des routes de montagne sans avoir à freiner. Pareil, là c'est en descente, donc ça voudrait dire que ça prend de la vitesse, mais elle régénère à chaque fois. Donc là, pendant toute cette descente, elle était en train de régénérer. Et quand il y a besoin, on repasse en ligne droite, là, elle va accélérer et se remettre à la vitesse du panneau. Ça, c'est extra. Et pareil, en ville ou autre, elle va savoir détecter les ronds-points s'ils sont indiqués dans la cartographie ou sur la route de campagne et rester à la bonne vitesse. Donc là, c'est 70, là, c'est tout droit. Et je me relaisse conduire. J'adore la technologie. On en fait de moins en moins. Mais j'adore également conduire. Rien ne vaut une bonne petite Caterham, boîte manuelle ou boîte séquentielle, et s'amuser là. Mais ce confort, c'est ce qu'on recherche aussi. Au quotidien, je rêverais d'avoir ce genre de voiture, et une petite voiture plaisir pour le week-end. Bon alors, après avoir roulé plus de 120 km, moyenne à 19,8 kWh au 100, ce qui est à peu près normal pour ce genre de bébé, en ayant fait du mix, comme vous avez pu le voir, de la ville, la nationale, la départementale, de l'autoroute, du 90, du 130, un petit peu de tout. Ça m'indique encore 345 km d'autonomie restante, il me reste 72%, ce qui est pas mal. Au niveau de la recharge, on recharge jusqu'à 170 kW en pic, et ensuite ça redescend un petit peu, mais en gros, comme d'habitude, une demi-heure pour le 10 à 80% environ. 30 minutes à peu près, c'est entre 30 et 40 minutes, ça dépend les bornes, pour les bornes très rapides. Bon, petit débrief. Bon alors, EQE, EQS, E-berline, E-SUV, j'avoue que je choisis les versions SUV, car un petit peu plus grand, on est positionné un petit peu plus haut. C'est vrai que je ne suis pas forcément toujours fan des SUV, mais là, on va dire que c'est quand même vraiment très agréable. Ensuite, EQE ou EQS, je vous avoue que pour moi, il y a très peu de différence, que toutes les options qu'on peut avoir sur la S, on peut les avoir sur la E. Juste l'impression qu'il y a une petite différence de taille, mais ça se ressent pas tant que ça, parce que là, même à l'arrière, on a de la place. Et franchement, qu'est-ce qui peut rester à la S en fait? Peut-être un look un poil différent, peut-être une finition un petit peu plus haut de gamme, mais on peut quand même avoir beaucoup de finitions là-dessus. On aura peut-être le chargement qui sera un petit peu plus rapide, mais au final, entre la E et la S, il n'y a pas tant de différence que ça. La batterie peut-être un petit peu plus grosse sur la S, mais le choix serait difficile si j'avais à choisir. Je serais peut-être à me dire, je vais prendre le EQE qui est moins cher quand même, et prendre peut-être un petit peu plus d'options sur celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, niveau autonomie, comme on a pu le voir, c'est plutôt correct. On fera environ 400 km dans des conditions réelles au quotidien. Après, si on fait de l'autoroute, effectivement, ça consommera un petit peu plus. On sera aux alentours de 300-350 avant de recharger. Et ensuite, repartir pour un 10 à 80% par exemple. Ce qui reste au final quand même très utilisable. Mais voilà, pourquoi passer à la S? Bonne question. S'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye comme ça, comme ce beau joujou électrique en SUV, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le modèle et je ferai mon possible pour l'essayer. Mais en tout cas, moi, c'est encore un essai qui m'a beaucoup plu. Voiture confortable, agréable. Mercedes, ils sont toujours quand même dans le haut du panier. C'est vrai qu'entre Mercedes, Audi et BMW, on reste assez bien, c'est haut placé. Toutes ces marques maintenant font des voitures de plus en plus chères, mais également de plus en plus confortables, de plus en plus optionnées. Et c'est difficile maintenant de les départager, même si Mercedes garde toujours une spécification de conduite différente de ce qu'il y a chez BMW ou chez Audi. Mercedes, c'est vraiment, je trouve, ce confort, ce côté on y va plus à la cool, même s'ils font des versions AMG, alors que BMW, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique tout de suite, et Audi, je trouve que c'est un compromis entre les deux. Après, le look va jouer également, mais j'avoue que j'aime bien ça, là, c'est pas mal. Et vraiment, version SUV, je trouve ça plus joli. Alors ça, c'est très subjectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, la version berline ou la version SUV. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 100 000 sur la chaîne, et à 100 000, il va se passer des trucs encore beaucoup plus cool.
Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.